Vous êtes bien sur Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Aide de Lynx Ousmane Gawad Diallo, chargé de communication du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée. Vous pouvez lui envoyer vos SMS au 669 911. Rejoignez-nous sur facebook.com/Aide de Lynx FM. Vous pourrez également suivre la rediffusion de cette émission à 18h sur UFDG Online, sur YouTube. Et puis sur Celcom, UFDG officiel sur Facebook. Et vous pouvez également écouter Lynx FM sur Canal Plus en Afrique au numéro 471. Aboubakr, Monsieur Diallo, alors, actualité oblige, qu'est-ce que cela vous inspire? Le maintien en prison de Sékou Koundouno et d'Ibrahima Diallo, deux responsables des FNDC, malgré la liberté provisoire accordée par la Cour d'appel de Conakry. Bon, disons qu'il n'y a aucune surprise en la matière. L'état de droit a foutu le camp de notre pays. C'est pour ça que les décisions de justice n'ont pas d'emprise sur l'ordre public. Tout est régenté depuis la maison de Sékou Touré, où ils reçoivent les ordres d'agir ou de ne pas agir lorsque les libertés fondamentales sont en jeu dans notre pays. Sinon, une décision de justice s'impose à tous lorsque l'on veut construire un état de droit, lorsqu'on veut respecter l'indépendance des institutions. Mais depuis longtemps, ce n'est pas le cas dans notre pays. Depuis la Cour constitutionnelle jusqu'aux juridictions de paix dans notre pays, les injonctions judiciaires ne sont pas respectées par ceux qui ont en charge l'autorité publique. Et c'est ça le problème. Donc, il n'y a aucune surprise en la matière. C'est quand même déplorable et ça montre encore, si besoin en était, la nécessité de tourner la page de la gouvernance du RPG Arc-en-Ciel, parce qu'elle a fait trop de mal à notre pays, parce qu'elle a foulé au sol les valeurs essentielles de la construction démocratique de notre pays, et donc il est encore urgent de mener ce combat. Oui, mais que pensez-vous aussi de ces nouvelles façons d'agir du pouvoir, en l'occurrence ces kidnappings, ces interpellations à tout bout de champ, et puis avec des personnes encagoulées qui viennent prendre des personnes à leur domicile ou dans les rues? Alors, plusieurs interprétations sont possibles. D'abord, il faut constater que l'État guinéen est aux abois. Il n'y a plus d'autorité, il y a la panique totale qui s'est emparée de l'appareil public, de l'appareil d'État. Depuis le chef de l'État jusqu'au chef de quartier, il n'y a plus aucune sérénité dans la gouvernance. Ça, c'est un signe de panique. Et deuxièmement, c'est aussi une méthode pour intimider, si besoin en était, les opposants au fameux projet du troisième mandat et de nouvelle constitution. Donc, il faut saper leur morale, il faut terroriser les gens pour agir. Mais ce n'est pas un État qui agit ainsi, ce sont des clans mafieux qui momentanément ont en charge de la puissance publique, qui agissent ainsi. Parce que lorsque des gens, quelles que soient les responsabilités qu'ils ont, agissent au mépris des lois qui gouvernent le pays, ce n'est plus un gouvernement, c'est un clan, c'est des criminels qui sont en puissance et qui utilisent l'appareil de l'État pour sévir dans le pays. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Oui, mais il appartient à l'État quand même. C'est l'État qui se comporte comme ça. L'État guinéen n'est plus un État démocratique, représentatif du peuple de Guinée et répondant aux aspirations des populations. C'est un clan qui gouverne et qui a pris en otage l'État guinéen, et momentanément, ils agissent au mépris des lois de notre pays. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire que c'est aujourd'hui des petites milices qui gouvernent le pays. Il n'est pas surprenant qu'à l'occasion des manifestations, c'est courant qu'on voit des unités de gendarmerie qui ne obéissent pas à l'ordre du haut commandement de la gendarmerie, qui obéissent à d'autres groupes occultes à l'intérieur de la hiérarchie de commandement, qui déploient sur le terrain de maintien d'ordre des groupes qui n'obéissent pas à l'hierarchie normale. C'est pour ça qu'il y a autant de violence. Donc notre pays, on ne sait pas à qui répond ces gens qui viennent faire des enlèvements, souvent en pleine journée. On a vu le cas de l'enlèvement du jeune activiste Bella à l'occasion de la commémoration de la journée de souvenir pour les victimes du Kambouaro. Et puis, ça n'est suivi ces enlèvements de M. Sékou Koundouno, de Ibrahima Diallo. Et puis, il y a d'autres citoyens, peut-être anonymes, ou des activistes moins connus, qui font l'objet de ces enlèvements à l'intérieur du pays, comme à Conakry. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais qui ordonne cela? L'État même semble ignorer. Et lorsqu'on a enlevé des gens, moi-même hier, j'ai fait une tentative pour aller visiter à la gendarmerie de Amdallah, des jeunes qui ont fait l'objet de kidnapping comme ça, mais ils nous disent qu'ils reçoivent l'ordre directement de la présidence de la République de ne même pas autoriser les visites de ces citoyens. Qui dit ça? Les gens qui les gardent, les agents qui sont là. Ils disent clairement qu'ils reçoivent les instructions de Sékou Touré. Ils ne disent pas le président de la République ou tel était, mais ils reçoivent les instructions que les gens là n'ont même pas le droit de visite. Leur famille ne les voit pas, les avocats ne les voient pas, les amis ne viennent pas prendre des nouvelles. C'est extrêmement grave.
ce qui se passe dans notre pays. Et donc, si le gouvernement guinéen entretient ces formes de terrorisme d'État, c'est que le gouvernement n'a plus aucune légitimité pour diriger les destinées de ce pays. Alors, il y a aussi cette publication des listes de 12 proches du pouvoir que vous avez considérés, en tout cas, chef d'un escadron de la terreur à Kankan. Oui, parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, les petits clans sont en train d'être autonomes dans la brutalité, dans l'ignominie, dans les attaques contre les citoyens qui luttent contre le troisième mandat. On voit par-ci par-là des groupes se constituent. On a écouté le discours de l'ancien préfet de Sigiri, en fait de Zérékoré, qui disait que lui, il était prêt, si le chef de l'État en faisait la demande, d'égorger des gens. Et puis, vous voyez le préfet de Gawal, le préfet de Boké, qui se lève en toute violation des dispositions de l'autre loi et qui organise des embuscades, qui attaquent des citoyens. Et puis, à Fria, on voit des hauts fonctionnaires agir comme ça, constituer des milices, constituer des groupes de criminels pour attaquer les citoyens. Et donc, tout ça montre que l'État guinéen est en faillite, complètement en faillite, parce qu'il n'est plus à même d'assumer la sécurité qui incombe, la sécurité qui est un des piliers de la gouvernance. Et l'État guinéen a failli son devoir de ce point de vue-là en maintenant cela. Et que la conséquence, c'est que la Guinée est en train petit à petit de prendre le chemin de l'Afrique centrale et du Congo pour cette prolifération des milices privées. Finalement, il n'y a plus d'État. Il y a des groupuscules en fonction de leur puissance qui exercent leur autorité sur un territoire déterminé. Et donc, c'est vers ça que nous allons, si on ne prend pas notre responsabilité, de débarrasser la Guinée de cette gouvernance maléfique. Ousmane Gawal Diallo, avec nous dans Aide de Lynx, il est député à l'Assemblée nationale, responsable en charge de la communication du parti Union des forces démocratiques de Guinée. Il y a aussi les élections et la CENI, vous l'avez suivi, propose le 22 mars pour les législatives et le référendum. Est-ce que c'est réaliste? Bon, d'abord, il faut s'étonner de cette précipitation. D'abord, notez que avant même qu'il y ait eu cette lettre d'information faite par la CEDEAO, le président de la CENI avait déjà introduit une demande pour faire l'élection le 15 mars, en violation de toutes les dispositions de la loi. Mais pourquoi, bon Dieu, M. Kébé se comporte ainsi? Il se comporte ça parce qu'il reçoit la garantie de l'impunité du chef de l'État. Il ne respecte ni les lois, ni le peuple de Guinée, ni son serment. Et donc, il agit en toute impunité parce qu'il sait que derrière ces actions-là, la seule autorité qui est capable de le poursuivre, c'est l'État, et l'État lui donne carte blanche pour agir. C'est ça d'abord la leçon qu'il faut voir. Ensuite, est-ce que c'est réaliste? Que dit le rapport de la CEDEAO? Le rapport de la CEDEAO dit deux choses qui sont essentielles à mon avis. Premièrement, tous les précédents audits qui ont été faits par l'Union européenne, par l'OIF, sont objectifs et justes. Ce qu'ils ont décelé, nous le confirmons. Ça, c'est d'abord la leçon première à tirer. Et pire, nous trouvons qu'il y a des gens qui sont enrôlés avec ces fameuses attestations contresignées. Faisons une pause là-dessus. C'est quoi une attestation contresignée? C'est qu'au moment où la CENI était en retraite à Kindia, essayer de savoir ce qu'il fallait faire pour aller aux élections, il y a eu parmi les multiples propositions sorties, une proposition qui disait qu'il fallait, pour respecter les recommandations de l'audit de la francophonie, émettre des fiches d'identification pour que les électeurs qu'on arrive à identifier avec ces fiches puissent être considérés comme des gens qui sont revenus se faire enrôler. Cette proposition a été rejetée. Cependant, le RPG n'ayant pas renoncé à cela, a imprimé des centaines de milliers de ces fiches et a distribué à travers ces structures dans le pays, souvent avec l'appui des préfets et des autorités locales, des sous-préfets. Ils se sont mis à identifier des gens à travers des fiches. Eux-mêmes se sont mis à les contresigner et à les envoyer à la CENI. Et la CENI a considéré que ces électeurs-là sont enrôlés. Alors que la règle était que chaque électeur devait revenir devant la machine pour se faire réenrôler. Mais au lieu de ça, 2 millions de personnes ont été enrôlées au mépris de cette disposition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre fichier comporte 4,5 millions de faux électeurs, en tout cas des électeurs non identifiables, conformément aux dispositions de l'audit. Mais la CENI ça vient confirmer l'audit de l'OIF qui disait que dans sa base à l'époque,
il n'y avait que 3 millions de personnes qui disposaient des informations justes, biométriques et bien enrôlées. Et que tout le reste n'était pas facilement identifiable, posait problème. Et c'est ce que l'audit là vient de dire, sur 7,5 millions, on vient de trouver que 4,5 millions, en fait, c'est des faux électeurs. Ça veut dire que cette réserve de 2 millions d'électeurs là, que le RPG a construit lui-même à travers ses fiches, voilà une réserve de voix qui permettra au RPG, le moment venu, de se déclarer vainqueur de toute consultation électorale qui serait organisée sur la base de ce fichier. Face à ces problèmes. C'est un problème. Parce que la CENI a pris acte, mais elle dit qu'elle va extraire 96 plus, je crois, 400. Bon, alors même si, à supposer que le schéma qu'ils nous ont décrit puisse être le schéma qu'ils veulent mettre en place, quelles sont les conséquences de cela? D'abord, il faut évaluer l'impact de cette exclusion de la base de données de 2 500 000 par rapport au nombre de bureaux de vote et leur répartition géographique. Ça va impacter le nombre de bureaux de vote. Ça va impacter la répartition géographique des bureaux de vote. Donc il faut reprendre la cartographie des bureaux de vote. Deuxièmement, il faut, comme on a déjà distribué des cartes d'électeurs à ces 2,5 millions qu'on va enlever, il faut déjà reprendre la liste électorale, l'affichage de la liste électorale, la reprendre et permettre aux gens de revenir se revoir et consulter. À ce moment-là, on réimprime sous un autre format, dans une autre couleur, les cartes d'électeurs qui vont servir à la nouvelle élection. Mais alors, en ce moment-là, qu'allons-nous faire des électeurs qui n'ont pas été enrôlés par la faute de la CENI, du Sénégal, de l'Angola et d'ailleurs, de la France et partout? Ils ont été oubliés. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va décider de ces gens-là? En réalité, aujourd'hui, cette fuite en avant que M. Kébé est en train de faire montre simplement qu'il n'en a cure des remarques justes que l'opposition guinéenne a émises. Sinon, aujourd'hui, c'est quelqu'un... Vos commissaires étaient à la plénière, hein, les avec commissaires... Je voudrais vous rappeler... Donc, je voudrais vous rappeler la pierre dans le camp de... Non, je voulais vous rappeler deux choses. Lorsqu'on a désigné des commissaires, ils cessent d'être des commissaires de l'UFDG. Ben, c'est pas ce qu'ils ont montré. Attendez, ces commissaires ont montré beaucoup de courage et d'indépendance. Parce qu'ils ont dit, et d'objectivité. Parce que ce qu'ils ont dénoncé, que ce processus tel qu'il va, il comporte trop de manies. Si on ne prend pas le temps de faire la pause et de le corriger, nous ne nous associons pas. Et aujourd'hui, l'histoire leur donne raison. Et ce n'est pas pour autant qu'on peut dire que parce qu'ils ont eu raison, qu'ils sont en train d'obéir à des injonctions. Ils obéissent à leur conscience. Parce que c'est si, au contraire, on avait trouvé que ce qu'ils avaient dénoncé n'était pas vrai, on aurait dit qu'ils ont eu un comportement politique. Or là, c'était objectif. Ils ont constaté des dysfonctionnements de l'intérieur et ils les ont dénoncés, ils ont eu raison de le faire. Et ils agissent à leur conscience, conformément à ce que la loi les exige de faire. Et ça, je pense que c'est important de noter ça. Ce n'est pas pour autant de dire que c'est des commissaires de l'opposition ou pas. C'est des commissaires de la République, désignés par l'opposition certes, mais qui agissent en toute indépendance et conformément à leur conscience et aux lois de la République. Et c'est aujourd'hui eux qui ont raison. C'est qu'au contraire, quand M. Québec claironnait partout que le fichier électoral qu'on a est le meilleur de la sous-région, on voit bien que c'est faux. La dame, Madame Fichier là, qui racontait n'importe quoi pour dire que le fichier était qualifié et tout ceci, on voit que c'est n'importe quoi, que ce n'est pas vrai. La francophonie les a démentis. La CEDEAO qu'ils ont choisi librement les a démentis. Si c'était quelqu'un qui avait de la dignité, M. Québec, ben il aurait rendu le tablier. Moi, je l'ai vu pleurnicher à la télé, c'est un de vos confrères, en disant qu'on l'insulte père et mère et qu'il ne faut pas qu'on oublie. Mais si M. Québec a de la dignité, après avoir menti au peuple de Guinée, trahi son serment, c'est maintenant qu'il devrait montrer de la dignité, en prenant la hauteur, en quittant ses responsabilités. Voilà ce qu'on attend aussi des hommes publics. Comme d'autres le font, lorsque vous vous rendez compte que vous trahissez la mémoire collective, vous vous rendez compte que vous trahissez tout le monde, que vous trahissez votre serment, ben vous n'avez pas à pleurnicher, vous n'avez qu'à assumer et quitter vos responsabilités là pour permettre à la nation de retrouver le calme et la paix et continuer. Maintenant, pour comprendre, et vous avez fait état de près de 4 millions et quelques, hein, vous exigez l'extraction de ces gens-là ou bien vous exigez un nouvel enrôlement? Non, alors il faut évaluer les choses. On se dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 500 000 électeurs à problème. Qu'est-ce qui est moins coûteux pour l'État? Est-ce qu'il faut reprendre, en conservant cette base de données, l'enrôlement des gens? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde revienne conformément aux recommandations de y compris les 3 millions. Y compris les 3 millions. Pour qu'on puisse les relocaliser et les réidentifier. En termes de coût, ce n'est pas plus cher de reprendre à zéro l'enrôlement de l'ensemble
des électeurs de notre pays. C'est moins cher et c'est moins compliqué parce qu'on part d'une nouvelle base de données, d'un nouvel environnement et peut-être d'un nouvel état d'esprit. C'est moins coûteux. Voilà pourquoi. Donc le mieux, c'est de faire table rase de ce qui est là, parce que ce fichier a été conçu pour la fraude. Dès le départ, il accumule tellement de dysfonctionnements et de malice et de conneries que ça coûterait beaucoup plus cher de se mettre à le corriger que de partir de nouveau. À un moment donné, lorsque votre bâtiment a tellement vieilli, au lieu de le rafistoler, il faut le terrasser, quoi. Le mieux c'est de le terrasser. Si vous avez de l'argent, voilà. Sinon vous allez rafistoler. Et je pense qu'aujourd'hui, si la Guinée plaide et qu'on veut sortir de ces conflits permanents entre les partis politiques de notre pays, on peut faire appel à l'expertise internationale, la francophonie, le PNUD, d'autres institutions internationales peuvent appuyer la Guinée pour doter notre pays d'un fichier national d'identification définitif, qu'on puisse même reprendre l'enrôlement. On pourrait même imaginer qu'on reprenne totalement l'enrôlement général des populations, c'est-à-dire un recensement général de la population avec impression automatique des cartes d'identité biométriques. Comme ça, chaque Guinéen, du nouveau-né au vieillard, va avoir une carte biométrique. Et puis après, de cette base-là, on va extraire le fichier électoral des électeurs et chaque année, on va ajouter sur le fichier sans passer par des coûts perdus et la carte biométrique pourrait servir de carte d'électeur, comme ça se fait au Sénégal, comme ça se fait ailleurs dans le monde. Il faudrait que les Guinéens aussi apprennent qu'on ne peut plus continuer à construire sur le mensonge. L'État guinéen est né dans le faux, gouverne dans le faux depuis 1957 au ment aux Guinéens et chaque fois, on entretient des crises qui n'en valent pas la peine et cela nous empêche d'aller de l'avant et justifie toutes les incompétences de la gouvernance. Parce qu'après, ils vont vous dire, il y a la grève, on n'a pas pu faire de route, il y a la grève, on n'a pas... Il faut éliminer la grève. Pour éliminer la grève, il faut éliminer les sources qui conduisent à ces grèves et à ces manifestations et ces confrontations politiques. Ousmane Gawal Diallo avec nous dans Idelens, il est responsable en charge de la communication du Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Alors, et si Alpha Condé, malgré tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous dénoncez, il décidait, comme le disent certains, d'organiser les législatives et le référendum le 29 mars. Ou le 22 Ce serait de la folie et un suicide politique. D'abord de la folie, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si hier il pouvait dire que les dénonciations de l'opposition sur les anomalies du fichier électoral étaient juste des dénonciations politiques, aujourd'hui il ne peut plus dire ça. Parce qu'aujourd'hui, après la francophonie, après l'Union européenne, la CEDEAO est venue confirmer qu'effectivement ce fichier pose problème. S'il fait fi de ça, personne ne reconnaîtra ces résultats, quel que soit. Aucun pays ne viendra s'associer à la gouvernance. Et il aura plombé les possibilités, les chances de la Guinée pour aller de l'avant. Parce que vous savez très bien, la communauté internationale ne prendra pas un fouet pour taper sur la Guinée, mais peut décider de laisser les Guinéens entre eux. La crise va s'aggraver, la gouvernance va s'arrêter, les violences politiques vont continuer jusqu'au moment où le régime va tomber. Mais ce sera comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé partout. Des pays nettement plus riches, comme le Congo, ont essayé d'être récalcitrants vis-à-vis des injonctions de la communauté internationale et la nécessité d'organiser des élections inclusives, transparentes, et avec un minimum de garantie démocratique. S'il fait fi de ça, ce serait vraiment de la folie. Et la deuxième chose, ce serait un suicide politique. Au crépuscule de sa carrière politique. Ah, il est là encore pour jusqu'en décembre. Hein. Écoutez, c'est pas un crépuscule. Le crépuscule, là, c'est vous savez, le génite. Si vous évaluez sur 10 ans de gouvernance politique et 50 ans d'engagement politique, là, il ne reste que quelques mois. C'est vraiment au crépuscule, qui est déjà très entamé. Hein, le crépuscule là est très entamé de sa carrière politique. Si Alpha Condé veut rester tant soit peu dans l'imaginaire des Guinéens, il doit maintenant clarifier sa position à l'instar de ce que ses autres homologues sont en train de faire en ayant pris conscience de la défiance et de la détermination de leur peuple. Il n'y aura pas de seconde chance pour Alpha. Alpha Condé ne reviendra plus jeune, il ne sera pas réélu. Ah, il a dit qu'il ne va pas tomber malade. Non, d'accord, mais il fait du sport. Il fait du sport, il n'est pas comme vous. J'entends bien. Ouais. Il fait le sport, Ouais. il ne va pas tomber malade. Tout ça, il a peut-être ces accords-là avec le Tout-Puissant. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne sera plus à 40 ans. Maintenant, il va aller vers 90, vers 100 ans, etc., etc. Peut-être, si Dieu lui prête longue vie, peut-être pour 200 ans. Ça, c'est lui qui sait. Ce que nous disons, c'est que comme il ne va plus devenir jeune, ces cellules grises vont vieillir aussi avec. Et aujourd'hui, il rechercherait plus la paix et le calme pour profiter de ces derniers jours que de dire qu'il va encore rentrer dans les conflits politiques. Je pense que le chemin, en tout cas la conscience qu'il y a fouetté pour qu'il vienne
annoncé le report, devrait continuer à le faire pour qu'il prenne les bonnes décisions pour ramener. Regardez simplement, il a suffi que le chef de l'État sorte pour dire qu'il reportait les élections pour que la température en Guinée baisse de plusieurs degrés. Le calme est revenu. L'anxiété a disparu. Malgré tout, vous continuez les manifestations. Parce qu'il n'y a pas. Oui, donc il n'y a pas de calme. Parce qu'il n'y a pas encore de clarification objective. Mais vous vous rappelez bien que même les manifestations, nous-mêmes, on a baissé l'intensité et tout ça parce que nous avons toujours l'espoir qu'il prendra la bonne décision pour l'avenir de ce pays. Et qu'il fera comme Alassane Ouattara. On a vu Écoutez, aujourd'hui, de toute façon, c'est Gon Coulibaly qui va être le candidat. Il n'en a pas du rassemblement. J'aurais été un militant du RPG. Et c'est pour ça qu'il faut saluer peut-être l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, qui a pris la responsabilité de dire que le chef de l'État a dévié de leur projet original. Et qu'aujourd'hui, il assume ce combat-là. Il faut que le RPG reproche à Alpha de n'avoir pas su créer ou construire une personnalité capable de prendre la relève. Comment peut-on, après 50 ans de politique, continuer à imaginer qu'on est un homme providentiel et que personne ne peut aller... Est-ce que Cellou Dalein pense à sa relève? Mais attendez. D'abord, pour penser à sa relève, il faut être en gouvernance. Je pense que même en étant le président de l'UFDG aujourd'hui, c'est le Dalein, je suis persuadé, pense à sa relève. Et c'est pour ça que vous voyez énormément de jeunes talentueux autour de lui, parce que c'est parmi ces groupes-là, parmi ces jeunes-là qu'il choisirait. Le congrès, c'est quand le congrès de l'UFDG, c'est en 2020. Si on prend si on prend le dernier congrès, on peut quand même imaginer entre août et décembre. Ousmane Gawal Diallo avec nous dans Aidelinx, il est responsable en charge de la communication du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée, député à l'Assemblée nationale. Vous pouvez lui envoyer vos SMS au 669 911 911. Vous pourrez suivre cette émission à 18h sur UFDG Online, sur YouTube, celle comme UFDG officiel. Sur Facebook, vous pouvez écouter Lynx FM sur Canal+, au numéro 471. Alors, aujourd'hui, à 20h30, le président Alpha Condé à la télévision, peuple de Guinée, mon peuple, solennellement, je reconnais que ce n'est pas tellement apprécié, tout projet de référendum dans ce pays. Donc, je m'abstiens et je décide d'organiser les élections en tenant compte des recommandations de cette mission d'audit de la CEDEAO. Monsieur Ousmane Gawal est assis à la télévision. Quelle sera votre réaction? Bon, d'abord, spontanément, je ne peux pas avoir de réaction parce que je ne regarde pas la RTG. Mais je peux la prendre via Lynx FM ou une autre radio de la place qui sont plus indépendants. Effectivement, je prendrai rendez-vous immédiatement, rien que pour aller faire un bisou au chef de l'État, parce qu'en ce moment-là, il aura pris la dimension et la hauteur d'un chef d'État qui comprend la respiration de son peuple. Et ça, en ce moment-là, on se rendra compte qu'il n'est pas simplement à l'écoute des extrémistes. Si vous partez embrasser Alpha Condé, c'est comme si vous lui reconnaissiez le droit de tripoter la Constitution. Non, c'est-à-dire que alors qu'il n'a pas le droit de s'il reconnaît qu'il n'a pas le droit de tripatouiller la Constitution, il reconnaît que les dénonciations que nous avons faites sur le fichier sont fondées et il tient compte pour que le pays retrouve la paix et la sérénité, il aura porté le manteau du chef de l'État. Oui. C'est lui qui, objectivement, regarde la respiration de son peuple. En ce moment-là, il mériterait mes bisous. Et il profite de l'occasion, alors vous êtes en face de lui. Bon, donc Ousmane, je vais essayer maintenant de mettre en place un gouvernement d'union nationale rapidement pour le temps qui me reste, parce que c'est vous qui m'empêchez de travailler. Alors, je veux que tu sois un de mes ministres. D'abord, je lui dirais simplement que je suis en attendant député et que je serve. Il y a des députés qui ont été. Oui, je sers très bien et loyalement l'UFDG. Et que je ne peux pas renoncer à cette responsabilité pour rentrer dans un gouvernement d'union nationale. D'abord, je suis contre l'idée même des gouvernements d'union nationale. Je pense que quand un parti politique a comme ça le pouvoir, il doit l'exercer. Conformément aux dispositions de notre loi, il doit tenir compte évidemment des équilibres nécessaires pour la bonne gouvernance, mais il n'y a pas de nécessité d'avoir un gouvernement d'union nationale. Nous avons déjà fait cette expérience. À l'indépendance, un gouvernement d'union nationale qui était né des indépendances, on sait comment ça finit. Sékou a fini par massacrer tout le reste. Non, ce n'est plus, on n'est plus en 50. Attendez, récemment avec Kouyaté, c'était un gouvernement d'union nationale. On sait bien où ça a fini. C'est très difficile de conduire des gouvernements d'union nationale avec des partis politiques qui vont avoir des objectifs très opposés. Guerre interne dans le gouvernement va miner. Actuellement, il y a beaucoup de partis d'opposition au sein du gouvernement. Non, est-ce qu'ils sont des partis d'opposition ou bien c'est des partis d'opportunisme? C'est des partis d'opposition. Non, est-ce qu'ils viennent
pourquoi dans le gouvernement? Comment un parti libéral va dire qu'il va infléchir? Quel est leur poids, quel est leur impact dans la conduite de la politique de la nation aujourd'hui? Ils sont là, ils profitent des opportunités économiques et financières qui sont liées à leurs responsabilités, mais ils n'ont pas de réel impact dans la conduite des politiques de la nation. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses qu'ils ont combattues et il n'y a pas eu de fléchissement. À supposer que si le chef de l'État avait fléchi sa politique répressive, il avait renoncé à certaines velléités, c'est des choses que ceux qui les ont rejoints combattaient avant, on aurait dit quand même que leur arrivée là-bas a permis de fléchir la politique du gouvernement, mais rien n'en était. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'amélioration brutale, rapide de leur train de vie. Ça, on le voit. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'impact de leur passage dans les différents ministères. Non, mais moi, j'ai été, quand vous parlez du président, de Premier ministre Lansana Kouyaté, je pense qu'on a dû lui mettre les bâtons dans les roues parce mais que bien sûr, j'ai été le journaliste qui avait été choisi à l'époque par la presse privée pour l'accompagner dans une mission en Europe et en Amérique. Je vous jure qu'on a fait 2 mois à l'extérieur. Mais c'est qu'il a réussi. Vous aviez même grossi à l'époque. Oui, absolument. On avait mais les démarches qu'il avait menées, les personnes qu'il avait rencontrées, tant en Europe qu'en Amérique, les contacts qui avaient été noués, il était revenu avec un projet qui aurait pu faire démarrer la Guinée. Mais quand il est venu, tout a été. Moi, je ne dis pas que je ne jette pas l'anathème sur M. Kouyaté. Il aurait réussi. Je dis simplement, quand vous mettez en place un gouvernement d'union nationale, avec des personnalités fortes qui ont des ambitions contradictoires, ils se neutralisent plutôt qu'ils ne se donnent de l'énergie pour aller de l'avant. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas d'objectif clair là-dessus. Je pense que M. Kouyaté, quand il est arrivé, il s'est pris pour un Premier ministre pour développer. Alors que Lansana Conté voulait un Premier ministre pour calmer la situation. Ouais. L'opposition attendait un Premier ministre qui allait aplanir tous les problèmes électoraux et permettre au pays de démarrer sur de bonnes bases. Donc les 3 objectifs-là n'étant pas bien précisés, chacun a tiré dans son sens. L'opposition a continué à s'opposer. Le gouvernement de Kouyaté a voulu chercher des projets pour se développer. Lansana Conté, dès que le calme est revenu, l'a mis dehors. Donc c'est ça aussi un gouvernement d'union nationale. Quand Alpha Condé mettra un gouvernement d'union nationale, l'objectif ce serait quoi? Est-ce que ce serait reprendre complètement les bases électorales de notre pays en me remettant la loi au cœur de notre gouvernement d'union nationale avec un Premier ministre issu de l'opposition. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Si l'objectif, c'est pas l'origine du Premier ministre, c'est pour quel objectif? Est-ce que ce serait un gouvernement qui va se mettre à la tâche de reprendre complètement le recensement général de la population, de reprendre le recensement électoral de la population, de remettre de l'ordre dans la conduite électorale de notre pays? Parce que c'est les questions électorales qui minent la crise dans notre pays. Mais est-ce qu'il y a une nécessité parce que les élections c'est en juin ou octobre? Non, mais je Je dis simplement, c'est pour répondre un peu dans le sens de ce que vous avez fait, c'est pas une réclamation que nous faisons. Je dis simplement, si on met en place un gouvernement d'union nationale ou autre et qu'on lui donne un objectif de sortir la Guinée de cette crise multidimensionnel maintenant. Absolument. Mais surtout des questions électorales. En ce moment-là, on lui donne une feuille de route précise. Le gouvernement, on lui laisse la liberté d'agir conformément à la loi. Je suis sûr que, quel que soit le sens, le nom que prendrait le gouvernement, un gouvernement du RPG clairement, avec un chef d'État qui renonce. Vous allez voir la Côte d'Ivoire. Ça va calmer. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, le président Ouattara a la possibilité, d'après les lois de son pays, de se représenter. C'est même pas en violation de la Constitution. Mais compte tenu des crises que cela peut poser, aussi bien à l'intérieur de son parti qu'avec les partis alliés, il a analysé le pouls, la respiration de son pays et il a pris la bonne décision de ne pas abuser. Mais rien ne dit qu'Alpha Condé ne pourrait pas. Je dis le problème de Alpha Condé. Le problème d'Alpha Condé, c'est que la Constitution lui interdit ça. Déjà, la seule manière pour lui de se représenter, c'est l'introduction de cette nouvelle constitution. Donc, s'il voulait prendre ce chemin, il n'y a pas deux manières de le faire que de renoncer à l'introduction de la nouvelle constitution. Parce que s'il modifie la constitution guinéenne, ce serait une violation grave de la loi constitutionnelle de notre pays. Et même s'il renonçait demain à être candidat, il aura quand même commis un parjure. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'Alpha Condé, s'il veut modifier la loi comme il le prétend, pour introduire des questions environnementales, des questions du genre et autres, il n'a qu'à procéder par des amendements constitutionnels.
sans toucher les éléments intangibles de cette loi fondamentale, qui sont la durée, la nature du mandat et le nombre de mandats présidentiels, etc. Si le chef de l'État s'engage à respecter la Constitution, il n'y aurait pas plus normal. Mais il s'était engagé déjà oui, non, à deux reprises à respecter, à faire respecter cette Constitution. On voit bien qu'il ne le respecte pas. Voilà. Et c'est ce qui pose problème, c'est parce qu'effectivement, il viole son serment qu'il y a le conflit. Donc s'il veut régler le conflit, il renonce à la violation. Restons dans le cadre virtuel, dans les si, donc il a supposé qu'il fasse ses discours pour lesquels vous avez décidé d'aller lui faire la bise, et puis après qu'il décide de mettre un gouvernement d'union nationale et avec pour mission s'occuper, mettre en place une CENI ou un organe chargé des élections consensuelles qui va faire un travail sans pression, essayer de resserrer les liens entre les Guinéens, c'est-à-dire cette fracture ethnique, essayer de rassurer, de créer un environnement propice pour que les Guinéens aient confiance et tout, aller vers des élections, essayer de terminer les élections qui doivent se faire, vraiment, qu'il laisse ce Premier ministre qui pourrait être issu de l'opposition faire un travail qui rassure tous les Guinéens, donc aplanir toutes ces tensions, etc., etc. Et il a déjà dit qu'il ne se présentera pas. L'IFDG vient au pouvoir en 2020. Est-ce que vous lui garantissez, vous pouvez lui garantir une sortie sans enfin, souvent quand les anciens chefs d'État quittent le pouvoir, ils ont besoin aussi de garanties de sécurité pour ne pas être poursuivis. La gouvernance de Cellou Dalein, président de la République, sera conforme aux dispositions de la loi. Et les lois guinéennes offrent beaucoup d'avantages aux anciens chefs d'État. Des protections, ils ont droit à des gardes, ils ont droit à des véhicules, ils ont droit à des rôles protocolaires dans le pays, ils ont droit à des indemnisations, ils ont droit à une vie décente d'anciens chefs d'État. Et ça, c'est pas Cellou Dalein qui le garantit, c'est la loi qui lui offre ça. Et Cellou Dalein gouvernera conformément à la loi. Si on trouve maintenant que les lois, il faut les aménager pour augmenter un peu les avantages des chefs d'État, on le fera. Mais ça procédera du comportement que les chefs d'État ont eu en quittant la loi. C'est important. Nous n'allons pas gouverner souvent les humeurs du président de la République, si c'est Cellou Dalein, ou nos émotions personnelles. Nous allons gouverner. Vous n'allez pas rendre compte, de régler des comptes? Non, il n'est pas possible d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous dire, il n'est pas possible de régler des comptes en Guinée. Quand Lansana Conté est arrivé en Guinée, il n'a pas réglé des comptes. Il s'est trouvé ses propres ennemis. Alpha Condé, président de la République, il n'a pas réglé des comptes parce que les bourreaux qu'il avait, c'est avec eux qu'il gouverne aujourd'hui. Donc il n'a pas réglé des comptes à ses anciens bourreaux. Ceux qu'il avait arrêtés à Piné, ceux qui l'ont pourchassé, ceux qui ont brutalisé ses militants à l'époque, c'est avec eux qu'il gouverne aujourd'hui. Les Kiridi, les Kassori, etc. C'est avec eux qu'il gouverne aujourd'hui. Et donc il n'est pas venu pour régler des comptes, mais il crée ses propres ennemis en s'attaquant à d'autres partis politiques, à d'autres communautés, à d'autres régions. Donc lui aussi, il crée ses propres. Mais demain, si l'on veut sortir de ce cycle-là, chaque chef d'État, ses ennemis, imaginaires ou réels, et une répression féroce, il faudrait une gouvernance vertueuse dans le respect des dispositions de nos lois. C'est important. Il faudrait qu'à un moment ou à un autre, que les Guinéens comprennent qu'un peuple ne peut pas chasser un malinqué ici. Je vais vous dire, tout ça, c'est des faux problèmes qui sont entretenus inutilement. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens ont des enfants qui naissent en Chine, au Japon, en France, aux États-Unis, qui sont mariés à d'autres communautés. On a tous des petits-enfants guinéo-chinois, ouais, ou guinéo-léonais. Et puis, ces petits-enfants deviennent des cadres et des adultes, reviennent en Guinée. Et puis, papa et maman, ou papi et mamie sont en train toujours de discuter. Ouais. Lui, il est Peul, lui, il est malinqué. Ouais. Mais cet enfant est perdu. Ouais. Dans un monde global où nous naissons partout, les Guinéens voyagent, se marient et nouent des relations dans tous les pays du monde. Et on est en train de discuter qui est malinqué, qui est Peul dans notre pays. C'est des mais c'est entretenu par les politiques. Voilà. À la base, il n'y a pas ces clivages. Vous savez, c'est entretenu. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai fait l'expérience à Gawal récemment, parce que vous avez une communauté Bambara à Gawal, voilà. Vous avez une communauté Djakanké à Gawal. Mais quand on regarde du point de vue électoral, c'est dans ces communautés que je fais le moins de voix possible. Et puis, je suis allé les voir. Il dit, mais pourquoi vous ne votez pas pour Ousmane? Il dit, non, Ousmane, c'est les Peuls. J'ai dit, mais attendez, ma mère, elle connaît. Voilà. Donc, du point de vue les Bambara, du point de vue des liens, on est liés. Si c'est ça, je suis pareil que vous. Du point de vue des Peuls, je suis lié parce que mon père est Peul. Donc je suis une synthèse. Ça veut dire Gawal a besoin de gens comme moi. Mais non, toi tu suis les Peuls. Donc à partir du moment où tu es dans un parti où le leader est considéré comme un Peul, toi, même si tu es Condé,
tu cesses d'être un malinqué, tu deviens un peul. C'est pour ça que le chef de l'État, quand il est allé à Cancan, a dit que ceux qui ont suivi nos ennemis, tu vois, en parlant de Ousmane Kaba et consorts, ça veut dire que ce ne sont plus des malinqués. Absolument. Ce ne sont plus les gens de la famille, ce ne sont plus des gens de la communauté, mais c'est des collaborateurs des ennemis. Quand le chef de l'État s'exprime ainsi, rassurez-vous que c'est sous-fif. Je voudrais savoir comment sortir maintenant ce discours de la bouche de les politiques. Ce discours ethniciste. Pour sortir de ça, il y a l'exemplarité des dirigeants. Si vous avez un chef d'État qui sanctionne les dérives là, parce que la constitution guinéenne sanctionne ces communautarismes-là, ces racismes-là. Si le chef d'État prend des dispositions pour sanctionner, tout de suite, lorsqu'il y a une dérive, il sanctionne. L'exemplarité là aussi éduque. Pas seulement regardez le Rwanda. Pas seulement le chef d'État. Ces discours sont aussi... Je dis encore, c'est la sanction. Regardez le Rwanda. Il a suffi que la ministre de la Santé raconte une connerie, même pas très grave, parce qu'il a raconté des faux chiffres sur les statistiques de trucs là. Le lendemain, il a été limogé. Vous croyez que le ministre prendrait la peine de dire des conneries dans ce pays? Non. Parce que le président a montré qu'il était intolérable d'agir comme ça dans son gouvernement. Mais ici, les ministres mentent, entretiennent des milices, insultent, font des discours communautaires. Moi, j'ai écouté les tout premiers discours sous la gouvernance d'Alpha Condé ont été tenus par Tata Vieux. Quand il est allé dans un projet de distribution des forages dans le Fouta, il dit que ces forages-là seront à destination des militants du RPG. On est d'accord, mais vous aussi, comprenez? vous personnellement, vous êtes aussi auteur de beaucoup de discours qui ont emballé la nation. Oui, votre discours de Paris, c'était un discours... Même dernièrement, son discours contre le préfet de Gawa. Oui, attendez, vous êtes en train de mélanger deux choses. On est en train de parler de discours ethniques. Vous êtes un homme politique. Attendez, vous êtes en train de parler de discours ethniques et communautaires, et là vous êtes en train de parler de discours politiques, même violents. C'est deux choses. Attendez. C'est la même chose. C'est la même marmite. Attendez. Non, c'est pas la même chose. Lorsque je fais un discours contre le préfet de Gawan, il est de la même communauté que moi, je ne vise pas sa communauté, je vise le préfet de Gawan. Oui, mais c'est un père de famille. C'est un père de famille qui lui parle aussi. Oui, mais... Vous comprenez? C'est lui qui... Attendez. Je dis, c'est un discours que j'adresse au préfet et qui a une origine, qui a une explication, qui a un sens. Quand je fais ça pour le chef de l'État, c'est un discours que j'adresse au chef de l'État. Je n'adresse pas ça aux Malinqués, je n'adresse pas ça aux Soussous, je n'adresse pas ça aux ceci-là. Quand on entend des gens dire les Peuls, par exemple, le discours de dire les Peuls ont empoisonné. Non, les Peuls ne peuvent pas empoisonner. On aurait dit Mamadou a empoisonné ou Ibrahim a empoisonné, mais pas dire les Peuls. Si vous dites les Peuls, là, vous non seulement vous enlevez l'identité et vous jetez l'anathème sur une communauté. Et c'est ça qui est condamnable. Mais par contre, s'il avait dit Mamadou Ousmane a empoisonné les militants du RPG, ça aurait un sens. Parce que l'identité de la personne qui a fait le crime aurait été connue. Mais si vous dites les Peuls l'ont empoisonné, vous êtes dans un discours communautaire. Non, j'ai dit... Et ça, c'est très grave. Maintenant, après, derrière, oui. Moi, le discours que j'ai eu avec le préfet n'avait rien à voir avec la violence avec laquelle il s'est jeté sur nous. Il faut quand même rappeler que ce préfet a organisé une embuscade contre des jeunes militants de l'UFDG qui quittaient Koumbia pour venir participer à un meeting que j'organisais à Gawan. Il y a eu une embuscade, il y a eu 3 victimes blessées. À l'occasion de cet accrochage-là, la gendarmerie de Gawal est intervenue, plus le maire RPG de Gawal. Et c'est le maire RPG qui, dans l'explication de l'incident à la radio rurale de Gawal, qui dit que toute la nuit, le préfet était derrière lui pour lui demander d'interdire la manifestation et le regroupement de l'UFDG à Gawal. C'est à quoi il a refusé. Le préfet donc aurait payé 4 millions de francs guinéens à des jeunes soulards, des jeunes délinquants de la localité pour qu'ils aillent couper la route aux jeunes de Koumbia qui venaient. Alors, moi, on s'est retrouvé au niveau de la justice, on a déposé une plainte contre le préfet et la plupart des jeunes qu'on identifiait qui sont de la localité. Il y a eu une discussion au niveau du conseil des sages de Gawal. Le préfet aurait présenté des excuses aux sages de Koumbia par rapport à cet incident. 2 semaines après, moi, je devais venir tenir un meeting à Koumbia. Il fait la même chose. Il organise des jeunes de Koumbia pour venir nous couper la route en plein brousse sur un pont. Ça veut dire que s'il y a panique dans le cortège, des gens peuvent mourir. Parce que sur ces routes, les gens peuvent aller très vite quand on est dans le cortège. C'est ce contre quoi je me suis érigé pour dire que s'il attaquait mon cortège et qu'il y avait des victimes,
lui-même allait payer de sa propre vie, parce qu'il n'y a pas de justice. Il y avait la justice dans ce pays, il y a une plainte qui court derrière lui, pour les mêmes faits. Mais la plainte suffisait. Mais il n'y a rien, vous savez bien que la plainte, depuis qu'elle est déposée, personne n'en parle. Votre déclaration était un trop-plein. C'est pas vous adressez un Guinéen quand même. Je dis simplement, si la justice faisait son travail, quand on a déposé la plainte contre lui, on est jusqu'à présent, il y a plus de 2 mois après, il n'y a rien. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Ouais. Il n'a pas été interrogé. Même pas interrogé. Rien n'a été fait. Et donc c'est ça le problème. Mais la finalité dans tout ça. La finalité, je dis au préfet, si tu t'attaques à moi, tu paieras toi. Je ne vais pas aller te chercher. Vous l'avez déjà Moi, dit. je ne vais plus faire la confiance à la justice. On va à la justice pour qu'elle agisse. Si la justice n'agit pas, ben on se fera justice. On vous comprend. On ne devrait pas répondre au coup. Vous donnez raison à Azoka qui disait que c'est les politiques au sommet, mouvance, opposition, société civile, vous qui êtes des hommes publics, c'est vous qui enflammez. Parce que, regardez, le 28 septembre, hein, j'étais au stade, c'est tout ce qui s'est passé là. Je suis revenu avec Amadou BBC, c'est lui qui m'a amené chez moi, dans sa voiture. Mais je vous dirais que quand je suis arrivé, j'étais dans un quartier à Nongo, un quartier, mes colocataires étaient des Malinqués, des Soussous, des forestiers, des Kissiens, des choses. Mais avant mon arrivée, avant qu'ils ne sachent que j'étais en vie, tout le quartier était en ébullition. Donc c'est pour vous dire que... Attendez, non, pas parce que je suis célèbre, mais c'est des voisins. C'est des voisins. Et tenez-vous bien, Ousmane, pendant une semaine, chaque fois, parce qu'il y avait le couvre-feu après, le coup d'État est arrivé, tout ça, lorsqu'il y a eu le coup d'État aussi, lorsqu'il y a eu le couvre-feu, j'ai travaillé pour AP, donc je partais en ville à 18h le couvre-feu. Avant que je n'arrive, ils m'ont appelé au moins 10 à 15 fois pour dire il faut revenir. Et quand je viens, la nuit, ils ont organisé leurs enfants qui faisaient le thé. Ils m'ont dit que tu es journaliste, tu es ciblé. Donc ils faisaient le thé de 23h à 6h du matin devant ma porte pour me sécuriser. Je dis simplement, attendez. Donc, le président de l'UFDG a commencé sa carrière dans la famille de Sékou Touré à Fana. Voilà. C'est pas le problème des Malinqués. Attendez, c'est pas le problème des Malinqués contre les Peuls. Ce problème est artificiel. Vous le dites, vous résumez en disant c'est les politiques. D'accord, les politiques sont un vecteur de cette exacerbation de tensions communautaires dans ce pays, mais la presse, toute la société guinéenne est malade de ce problème, parce que depuis 1957, c'est un problème qui est entretenu. Depuis quasiment l'indépendance, le problème-là est entretenu. Il est entretenu par ceux qui gouvernent, il est entretenu par ceux qui cherchent le pouvoir. Ça, c'est toujours un fait. Mais je dis, le corollaire de tout ça, c'est quoi? C'est l'absence de sanctions. S'il y a un État qui prend la responsabilité de sanctionner les dérives, aussi bien dans les discours, il faut qu'une nation construise les tabous, y compris dans ce qu'on peut ou ne peut pas dire. Quelqu'un ne peut pas sortir à la télévision, dire les Peuls ne vont jamais avoir la présidence de la République. Tu peux dire que Cellou ne va pas avoir, ou bien Mamadou ne va pas avoir, mais si tu dis les Peuls ne vont jamais gouverner ce pays, ça doit être sanctionné. Cela ne devrait pas être dit. Vous avez aujourd'hui des jeunes désœuvrés qui circulent dans tous les villages de la Basse-Côte pour dire on va brûler ça, ça appartient à un Peul, on va faire ça. Et puis c'est filmé, diffusé, et c'est souvent des hommes d'État, des hauts fonctionnaires qui les protègent. Voilà l'impunité qui accompagne ces discours violents-là. Et puis, ça pousse aussi à un repli. Lorsque vous voyez que vous êtes d'une communauté, les Peuls aujourd'hui, quand ils sortent, ils disent, mais attendez, comment se fait-il qu'à Conakry, qui est une ville cosmopolite, quand on tue des gens, et que ce soit systématiquement un Peul qui tombe? C'est un fait. Ce n'est pas être raciste que de constater ça. Mais comment ça s'explique? Mais vous j'ai expliqué que dans la zone où il y a les tueries, il y a beaucoup plus de Peuls. C'est pas du tout vrai. Moi, je vais vous dire, ça, c'est le primo. C'est les forestiers qui sont les plus nombreux à Solo Primo. Parmi les 140 là, il y a au moins une trentaine qui sont tombés à Solo Primo. Mais c'est tous des Peuls. Pourtant, c'est un quartier. Si vous prenez Bambeto, derrière les rails de Bambeto, mais c'est qui paie? C'est peuplé que de Malinqués. Pourquoi ça ne tombe pas là-bas de Malinqués ou de Soussou? Quand les gens sont tués, même à Bessia ou à Bonfi, ben c'est des Peuls qui tombent. Il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'opérer... Ça veut dire qu'il y a des gens qui ciblent. Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là... Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là ciblent exprès les Peuls pour exacerber les tensions ethniques dans ce pays. Ils ont une mission. C'est celui d'amener le Peul à croire que c'est lui seul qui est la cible. Et on le vit systématiquement. Mais ce sont des faits. Il faudrait à un moment vous-même vous croyez. Mais attendez, quand vous avez enterré 140 personnes de la même communauté, vous savez, un jour, j'ai pris la responsabilité à l'Assemblée nationale d'égrener la liste de toutes les victimes. Mais ça fait froid au dos. Vous avez 140 personnes qui sont tuées, tous appartenant à la même communauté, dans une ville aussi cosmopolite que Conakry, mais ça questionne. Si vous dites ça,
on va vous dire non, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes communautaire. Mais pourtant, ce sont les faits. La seule manière de sortir de ça, il faut identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. L'État guinéen ne peut pas nous dire. Mais vous étiez à l'Assemblée, vous êtes tous à l'Assemblée, mais vous n'avez réussi aucune enquête à Non. faire passer des Non. enquêtes. Vous savez, lorsque la loi dit, lorsque un sujet fait l'objet d'une enquête judiciaire, le Parlement ne peut pas ouvrir une enquête parlementaire sur le même sujet. Mais Donc, tous ces assassinats-là, le gouvernement s'empresse de dire les enquêtes sont ouvertes. nous sommes d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on ne peut rien. Le problème de l'État guinéen, c'est son irresponsabilité. Alors qu'en laissant ça, les peuples, ils vont se dire, mais attendez, regardez la manière par laquelle la répression policière s'exerce à Kaloum et à Wanidara. Et comment voulez-vous que les habitants de Wanidara, qui sont majoritairement de la même communauté Peul, puissent croire qu'ils ne sont pas la cible d'une répression sauvage de l'État guinéen? Parce que le même État... À ce niveau, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. On le voit. Et alors, visible. mais quand c'est fait comme ça, c'est pour que le Peul de Wanidara et son voisin et son parent et les gens de sa localité et les gens de sa... disent, mais attendez, finalement on est visé en tant que communauté. On n'est pas visé parce qu'on perturbe plus que les autres. Mais regardez ce qui s'est passé à l'Abbé. Le gouverneur de l'Abbé ordonne aux militaires l'assassinat des jeunes. Il va même le revendiquer dans un média où il dit qu'on aurait souhaité les arrêter, pas les tuer. Mais bon, on les a tués. Il dit ça. Alors on ne fait rien. On amène l'armée pour le maintenir en poste. Alors qu'il est connu comme un criminel dans le passé, un sanguinaire. On le maintient malgré toutes ces déclarations farfelues et crimes qu'il a commis à l'Abbé. À Zéro Corée, un préfet dit, ben, si on me demande d'égorger, je vais égorger. Ça suffit. Il est parti à pour qu'on le change. Il est parti à ça suffit parce que les jeunes forestiers ont dit change-les. Oui. Mais l'abbé a sorti des centaines de milliers de personnes pour dire on ne veut plus de ce gouverneur parce qu'il tue nos enfants, il gaze nos religieux, il s'attaque à nos sages. On ne veut plus de ce gouverneur. Mais est-ce que l'État guinéen a... Il y a du deux poids, deux mesures. Maintenant, peut-être, je vous regardez, vous êtes parfaitement dans ce que vous dites est réel. Mais est-ce que c'est pas un peu lié au fait que les Malinqués détiennent le pouvoir, les peuples veulent le pouvoir, parce que souvenez-vous, lorsque le président Alpha Lansana Conté, paix à son âme, était au pouvoir, le RPG était le parti de l'opposition majoritaire, et le RPG a perdu beaucoup de militants aussi. Moi, j'ai étudié à Cancan, il y a beaucoup, les combats filles... En 20 ans, il y a eu 19 militants du RPG qui ont été... veulent nous pousser à imaginer que les Malinqués ont le pouvoir, tuent les Peuls pour accroître les tensions entre les deux communautés-là. C'est pas vrai, nous qui avons l'avantage d'appartenir à ces deux communautés vivent parfaitement bien à la base. Vous l'avez bien dit. Autre question, je ne sais pas, sur Facebook. Oui, il y en a beaucoup. Vous savez, c'est Ousmane Gawal qu'on a aujourd'hui. Il a beaucoup de... Il répond souvent d'ailleurs. Oui, absolument. Ceux qui n'auront pas sur la page Facebook, dont on ne lira pas ici les questions, Ousmane
à la mort de nombreux officiers malinqués en 85. Il sait très bien que beaucoup de parents de ces victimes... Avez-vous des preuves de ce que vous dites là? Il l'écrit dans son livre. Déjà, la preuve est là-dedans, c'est lui qui l'écrit, sa participation dans ce putsch-là. Et ce qu'il ne dit pas là-bas, pourquoi lui qui a été arrêté avec la cassette à la radio n'a pas été tué, alors que ceux qui l'ont dénoncé ont été tués. Beaucoup de Guinéens pensent que Damaro a vendu ses complices. Il a compactisé avec Lansana Conté pour mettre... Je pensais à ça ce matin, je me dis, mais attendez, dans l'appareil répressif, ceux qui exacerbent les tensions, ceux qui arrêtent, ceux qui brutalisent, mais pourquoi on va prendre les gens dans la communauté konyanké? Pourquoi le ministre Damantan, Bafoé, Damaro, Fabou Kamara sont tous des konyanké? Il y a un problème avec eux? Ou bien eux, ils ne peuvent être que dans ce qui est le plus difficile? C'est inexplicable, entre guillemets. Là, le général Baldé, il est Peul, hein? Bah oui. Et pourquoi? Donc, et pourquoi on met général Baldé dans l'appareil de répression, dans les quartiers de Wanidara et tout, où c'est la gendarmerie aussi qui sévit? Pourquoi, à votre avis? On se pose la question. Pourquoi il n'est pas ailleurs? Pourquoi on le met dans l'endroit où c'est ceux qui peuvent se rattacher à lui du point de vue communautaire qui sont les plus réprimés? Et il est là aussi dans cet appareil-là. C'est les mêmes questions qu'on peut poser légitimement. Maintenant, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, si on décidait d'outrepasser les décisions... Vous n'avez pas répondu à la question, c'est pour la sortie de Damaro concernant Yero Baldé qui aurait été poussé par la coordination pour démissionner. Je parlais du problème en disant que Damaro est un homme tourmenté, donc qui parle beaucoup, qui exacerbe les tensions pour se maintenir dans l'esprit de Malinké. Il vous écoute, hein? Très bien. C'est même s'il n'est pas pour se maintenir dans la conscience des gens comme le défenseur de la cause Malinké, entre guillemets. Ça, c'est un deuxièmement. Damaro n'a de respect pour rien du tout dans notre pays. Il s'attaque à la coordination. Est-ce que Yero Baldé a besoin d'aller à la coordination pour qu'on lui dise de démissionner? C'est mépriser Yero Baldé, qui était militant là. Moi, c'est un camarade de classe, Yero Baldé. Et je l'ai connu militant du RPG à l'université, ici, avec Dr Kourouma. Ils étaient dans les groupes des jeunes patriotes avec M. Sissoko, qui est décédé en Allemagne. Voilà, donc c'est des jeunes qu'on a connus. Nous étions dans les autres partis de l'opposition, le PGP à l'occurrence, et les gens de l'UNR avec les WAN. Et donc on s'est connus à l'université déjà, ils étaient des militants du RPG. Donc il y a d'autres militants du RPG historique que nous connaissons. Le problème, c'est que ces gens-là gardent le silence. Et Yero a décidé de ne plus garder le silence et d'être en harmonie avec sa conscience. Il n'y a pas de crime à cela. D'abord, il dit qu'il ne quitte pas le RPG, il reste militant. Il dénonce ce qu'il considère comme une dérive de la gouvernance parce que ce n'était pas le projet original. Et tous les observateurs s'accordent à dire que ça. Maintenant qu'il a été dénoncé par un type qui est lui-même dans la conscience des Guinéens, c'est le visage de Judas. Damaro, c'est le traître parfait. C'est celui-là qui a trahi ses compagnons du coup de 85 et qui est l'un des seuls survivants de ce coup-là. Tout le reste ont été tués. Et qui aujourd'hui se positionne après avoir écrit cette constitution dans le CNT, qui devient le pourfendeur de cette constitution. C'est vraiment Judas. Et c'est cela aussi, c'est l'expression même personnelle de la traîtrise. Et donc celui-ci traite d'autres personnes. Vous parlez d'un député, bon, comme vous êtes tous de la même écoutez, sauce, surtout que moi je dis des choses qui sont des faits.
Damaro quand je dis il a trahi les compagnons de 85, ce sont des faits. Il a écrit cette constitution qu'il devrait défendre bec et ongle. Parce qu'il a travaillé là-dessus, il était membre du CNT. Au lieu de ça, il joue au traître aussi contre ses amis, contre les autres Guinéens avec lesquels ils ont écrit cette constitution. Et donc, il est parfaitement dans l'expression même de ce que moi j'imagine être le parfait traître de la République. Alors, Ousmane Gawal Diallo avec Noudaï de l'Insabouak voilà, Facebook. Voilà, Zoka, regardez, il y a une image, Maki Premier, qui publie une image. Je vais monter à la télévision puisque l'émission est filmée. L'œuvre de l'honorable Ousmane Gawal Diallo. Dites-nous, c'est quoi cette œuvre? Avec des chaises rouges, jaune, vert. Non, pas de rouge, jaune, vert. Non, noir, c'est des chaises qui ont les couleurs de l'UFDG, c'est du vert blanc. C'est une salle de conférence à Gawal, climatisée, qui a 250 places. Et qui peut aussi servir de salle de cinéma. Mais vous avez pris cet argent? Avoir 250 personnes. Où avez-vous à Gawal? Non, mais où avez-vous pris cet argent pour un bijou comme ça à Gawal? Parce que j'en ai entendu parler quand même. Hein. C'est pas le salaire du député qui... écoutez, le salaire de député est largement suffisant à ça. Il suffit de prendre 15 millions de francs guinéens par mois et de multiplier ça par 6 ans. Et puis vous verrez qu'on a eu un magot assez considérable qui nous permet de faire des petites choses. Mais c'est pas ce qui... Hein? De toute façon... C'est un bâtiment qui coûte dans les 350 millions. Voilà. Mais donc c'est pas énorme. Alors, il y a l'autre question. Oui, il y a la question. Ça, c'était juste l'image. Maintenant, Mamadou Boy Diallo qui s'adresse à vous. Bonjour, honorable. Pour vous, j'ai une question pour vous. Donc, Maître Salif Kébé, avec ses ajustements... Revient dans le jeu de la démocratie. Ce n'est pas pour autre chose. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, on pousse le président à abandonner le projet de référendum, on veut avoir un fichier électoral crédible et un scrutin transparent, respectueux des lois, c'est pour qu'on revienne dans le jeu démocratique. Il n'y a pas d'autre objectif. Donc pour moi, ceux qui disent qu'on essaie de négocier, ils veulent réduire simplement le combat de l'opposition à ces rencontres qu'ils pourraient être amenés à avoir avec des autorités au niveau de la CEDEAO. Mais tout ceci concourt à aider les Guinéens à qualifier mieux leur processus électoral et à l'ouvrir le plus possible et à garantir la transparence. Alors supposons qu'Alpha Condé dise, bon, vous allez revenir dans ce processus avec les législatives, je vais organiser mon référendum, mais je ne me présenterai pas comme candidat. Est-ce que vous irez? Au fait, l'organisation du référendum n'est pas liée à la candidature d'Alpha Condé seulement. C'est une violation de la loi fondamentale. Aussi longtemps qu'il y a dans ces projets une disposition qui viole la loi, nous n'allons pas nous associer à ça. Quelle que soit la raison qu'il invoque. Si Alpha Condé dit je vais quand même faire mon référendum et je garantis aux Guinéens que je vais pas, on ne va pas aller aux élections avec lui. Ce que nous voulons, c'est que tout ce qu'il doit entreprendre doit être dans le cadre de la loi. Pour dire au chef d'État, tu ne peux pas faire ce que tu veux. La loi t'interdit d'introduire une nouvelle constitution. Alors tu ne peux pas faire une nouvelle constitution, quel que soit ce que tu donnes derrière. Il n'y a pas de marché. Sur Facebook. Oui, Sadio Diallo, monsieur Ousmane Gawal Diallo, aujourd'hui il y a une crise qui a trop perduré dans le système éducatif guinéen et vous en parlez peu. Est-ce parce que vous avez vos enfants à l'extérieur qui n'étudient pas ici? Première question. Deuxième question, le monde est secoué par une pandémie. Pensez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'interrompre actuellement la politique politicienne pour faire face à cette pandémie?
Bah, écoutez, si nous on n'en parle pas, lui il peut en parler. Alors si on réduit ça parce que moi mes enfants étudient à l'étranger, d'abord ils n'étudient pas qu'à l'étranger, ils sont nés. Même à l'Assemblée générale, s'était inquiété de niveau de réussite qui était enregistré dans notre pays, moins de 30%, ce qui était une catastrophe quand on compare à des pays comme le Sénégal, où près de 45% d'une classe d'âge obtient le baccalauréat et près de 80% quand il s'agit des pays développés comme la France. Donc c'est quelque chose d'inquiétant. Maintenant, tout cela repose sur la gouvernance. Quand on a un président de la République qui fait ce qu'il veut, qui vend à tout bout de champ les richesses du pays à des clans mafieux, bah, on se doute bien que ceux qui sont en gouvernance de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la justice, chacun essaie de s'accaparer des biens publics au détriment du développement et de la qualification de notre pays. Dans tous les domaines. Vous êtes sur Lynx FM 91.00, Ousmane Gawal Diallo avec nous dans Œil de Lynx. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'affaire qui vous oppose à Malick Sanko et d'autres responsables du parti? Vous savez, nous avons constaté un accroissement de la constitution des milices privées par des hauts fonctionnaires. Hier, si c'était Malick Sanko seulement qui le faisait, aujourd'hui, monsieur Macky-Sall des impôts détient aussi sa milice. Avez-vous des preuves oui, de ce que vous dites concernant ces deux? Non, pour ce qui est de Malick Sanko, c'est lui-même qui nous l'a déclaré publiquement, qu'il a un groupe de 1000, 3000, il va aller vers 10 000. C'est lui qui l'a déclaré. Pour ce qui est de M. Macky-Sall, moi, c'est de sa maison que des gens sont sortis il y a 2-3 semaines quand j'étais à Fria pour s'attaquer à mon cortège. Des gens armés de gourdins, de bâtons, de barres de fer et qui sont sortis. Ça, c'est pas une milice, ça? Bah, écoutez, si ça c'est pas une milice, il restait plus que la Kalachnikov. Hein. Ça c'est une milice, un gang privé dans un domicile très cousu. Sa maison est très 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 bien construite. C'est une maison peut-être qui a coûté dans les 4-5 milliards de francs au bord de la route à Tormelin. Et à 5-10 mètres de la route, les gens sont sortis là pour nous attaquer. Je l'ai dénoncé par ailleurs et je l'ai dit, il y aura une suite judiciaire par rapport à cela. Et puis donc, aujourd'hui, on se rend compte et puis on voit bien que derrière les petits jeunes désœuvrés qui écument les villages de la Basse-Côte pour détruire et s'aimer le chaos dans les concessions de ceux qu'ils considèrent comme des étrangers, ces gens-là sont soutenus par des hauts fonctionnaires. Il faudrait que chacun s'attende désormais à être poursuivi parce que ces actes-là ne peuvent pas continuer. Ou la justice guinéenne agit pour stopper ces dérives-là, où la justice autorise chaque Guinéen à constituer sa propre milice et à garantir sa propre sécurité, parce que ça voudra dire que l'État guinéen n'est plus capable d'assurer la sécurité de tous. Et le dossier, est-ce que vous le suivez? Le dossier, contre Malick Sanko, absolument, il sera suivi. Vous savez, c'est la défaillance de la justice qui peut mettre un arrêt à ça. Comme je l'ai indiqué ici, quand on voit le préfet de Gawal, son agissement, ça s'apparente à ça. Quand je suis venu à Boké, le préfet Sanoussi a fait la même chose. À Boké, à Kamsar, à Kolaboui, à Sangaréji, ils ont fait la même chose. Il y avait une horde de jeunes comme ça qui viennent vous attaquer quand vous commencez à faire vos meetings, vous jetez des cailloux et tout ça, et qui sont soutenus par la police. Ça, c'est les autorités qui font. Ces formes d'agissement doivent cesser dans notre pays parce que ce sont ces comportements qui peuvent amener des dérives et qui peuvent aller jusqu'à la guerre civile dans notre pays. Il faut donc que l'État guinéen assume ses responsabilités. La sécurité, c'est la responsabilité de l'État. Aucun citoyen ne devrait constituer une milice pour régler des comptes à ceux qu'ils considèrent comme ses adversaires politiques. Moi, quand je suis allé à Fria, M. Macky-Sall, via des personnes, m'a appelé pour me dire non, il ne faut pas organiser un meeting ici, nous, c'est notre territoire, ici, c'est le RPG. J'ai dit, mais si c'est le RPG, mais je n'aurai personne à mon meeting, parce que je n'oblige personne. Mais tu ne peux pas me demander ça, et je l'ai raccroché au nez. Je dis, tu ne peux pas me demander de ne pas organiser un meeting à Fria, parce que tu penses que Fria, c'est ta propriété. Mais avant ta naissance, moi, j'étais à Fria. Moi, je suis rentré à l'école à Fria. Avant même la naissance de Macky-Sall. Il faut donc que les gens l'arrêtent. Ce pays appartient à tout le monde. Si tu veux aller faire un meeting à Gawal, mais tu es la bienvenue. Si tu as des militants qui vont t'écouter, mais tant mieux. Moi, je ne peux pas te délimiter ton territoire ici, dans ce pays, et tu n'en as pas le droit du tout de m'interdire d'aller m'exprimer où que ce soit sur ce pays, dans ce pays.
Et donc, c'est en représailles à ça, quand notre meeting est fini et qu'on sortait, on est parti de Fria, parce que Tourmalin, c'est à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Fria. C'est en sortant de là qu'on a fait l'objet de cette attaque. C'est quelque chose qui est abject. Vous l'avez déjà dit. Ousmane Gawal Diallo, chargé de com du parti, déjà avec nous d'Aïdelenx Aboubakr. Oui, Mamadou Alpha Bari, qui a deux questions pour vous. Et monsieur Ousmane Gawal, la première, comment la CENI a-t-elle fait pour éradiquer plus de 2 500 000 électeurs fictifs en 24 heures et proposer dans la foulée une nouvelle date, sachant que les cartes d'électeurs sont déjà distribuées? Qu'est dit la loi dans ce cas? Faut-il imprimer de nouvelles cartes pour le nouveau fichier? Voilà. Deuxième question, après le retour des commissaires issus de l'opposition à la CENI, pourquoi accepte-t-il une plénière qui a pour objet de fixer la date pour un référendum? D'abord, pour la première question, comment on fait? Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, quand j'ai vu le communiqué de la CENI, ils disent qu'on va les mettre de côté. Alors, j'essaie de traduire ça en informatique. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un électeur de côté en informatique? Parce que si on dit supprimer, on sait que c'est sélectionné, hop, supprimer, ça quitte la base. Mais si on dit mettre à côté, c'est changer son statut. On l'enlève à actif, on le met on le désactive. Pour que, par exemple, quand on décide d'imprimer des cartes, on imprime les cartes, mais pour les gens qui sont seulement actifs. Alors moi, je ne comprends pas bien ce qu'eux, ils entendent par mettre de côté. Alors, sur les cartes d'électeurs, s'ils veulent organiser des élections, il faut déjà nous dire où sont partis les mineurs. Qu'est-ce qu'on fait des 2 millions enrôlés avec des attestations contresignées par le RPG? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait des cartes d'électeurs déjà distribuées? Est-ce qu'il faut maintenir le scrutin avec des cartes qui sont en circulation, détenues, y compris par ceux qui vont être supprimés? Ou bien, il faut réimprimer des cartes avec de nouveaux formats, des nouvelles couleurs, et les redistribuer pour être sûr que les anciennes cartes ne vont pas voter. Tout cela dépend de la volonté du gouvernement d'organiser des élections crédibles et transparentes et inclusives. Si le gouvernement veut faire une fuite en avant pour maintenir notre pays dans une crise, ils sont sur le chemin là. Si on veut régler les problèmes de la crise électorale guinéenne définitivement, tourner le dos à ces confrontations, il y a une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir pour assainir ce fichier électoral, répartir sur de bonnes bases et régler les contentieux liés à l'achèvement du processus électoral en cours, renoncer au référendum, et en ce moment-là, ça permettra d'aller de l'avant. Batolo, depuis Kobaya, demande qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le courant ne passerait pas du tout normalement entre vous et Dr Fodé Oussou Fofana, et puis la question qui revient souvent, est-ce que vous serez candidat pour être à la tête du parti au prochain congrès? Le courant, je ne sais pas, peut-être qu'on est tous du signe plus. En ce moment-là, le courant ne passe pas. Mais bon, les gens font des extrapolations. Il n'y a pas d'accroche entre Fodé Oussou et moi-même. Donc, il n'y a pas de ça. Maintenant, est-ce que je serai candidat pour prendre la direction du parti? Cette question ne se pose pas aujourd'hui. Elle ne se pose pas aujourd'hui parce que ce ne sont pas mes perspectives immédiates et que nous travaillons aujourd'hui pour des questions électorales. Je ne suis même pas encore candidat pour les législatives pour le renouveler mon mandat parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Alors je ne parle pas de ce qui arriverait pour plus tard. Avec nous d'Aïdelenx Ousmane Gawal Diallo, nous sommes au thème de cette émission. Quelles solutions et pistes de solutions pour un retour à la normale en Guinée? D'abord, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de mettre un terme à ce processus. Là où on donne le sentiment qu'on va aller, où on ne va pas, il y a beaucoup d'hésitation. Le chef de l'État doit prononcer un discours pour suspendre le processus électoral et appeler la communauté internationale à nous aider à retrouver le chemin de la sérénité en ouvrant un débat, un dialogue clair et objectif après avoir renoncé à l'organisation des référendums pour que l'on puisse revoir notre fichier électoral et le cadre juridique d'organisation des élections et puis aller de l'avant. Si l'on veut construire notre pays dans la paix, la sérénité et la quiétude, il est temps de faire une pause et de profiter de cette attention que la communauté internationale a sur notre pays pour que les Guinéens puissent se parler, puissent travailler ensemble et sortir des invectives et des diatribes entretenues pour exacerber les tensions dans notre pays. Eh bien, il faudrait donc mettre un terme au processus électoral actuel, demander à la communauté internationale à aider à la Guinée d'ouvrir ce dialogue, revoir également ce fichier électoral. Il est temps de faire une pause pour donner donc
la chance au dialogue. C'est ce que souhaite Ousmane Gawal Diallo, responsable en charge de la communication du parti FDG que nous avons reçu ce matin dans Aide Lynx.